Bienvenue dans TARF Chronique, épisode 77. On va commencer avec quelque chose qui semble tout à fait anodin, un simple bulletin météo pour la Tunisie. Vent fort près des côtes et sur les hauteurs, mer agitée à très agitée. Voilà, des mots qu'on entend tout le temps, n'est-ce pas? Ça a un côté presque routinier, presque rassurant. Mais voilà, que se passe-t-il quand ces mots, vent fort, mer agitée, arrêtent d'être de simples prévisions pour devenir en fait le vocabulaire d'une véritable catastrophe? Qu'est-ce qui se cache derrière ce bulletin météo qui en apparence n'a l'air de rien? Parce que ces derniers mois, à travers tout le Maghreb, ces simples mots de météo sont devenus synonymes de dévastation. L'histoire qu'on va décrypter aujourd'hui, ce n'est pas celle d'une petite tempête, c'est celle de villes entières qui se battent littéralement pour ne pas être englouties. Alors pour commencer, il faut bien prendre la mesure de ce qui s'est passé. Ce n'est pas un cas isolé, loin de là. On parle d'une crise régionale qui a frappé des millions de personnes en Tunisie, en Algérie, au Maroc et en Libye. C'est le portrait d'une région entière qui se retrouve sous les eaux. Ces quelques mots, ils décrivent la scène en Tunisie fin janvier. Ce qui est frappant ici, c'est la violence de l'image. Ce n'est pas une simple inondation, non. C'est une submersion. Les objets de la vie de tous les jours, les voitures, les routes, tout est balayé. Des villes qu'on connaît bien se transforment soudain en paysages de fin du monde. Et quand on regarde la chronologie, on comprend que ce n'est pas un seul événement. C'est une véritable cascade de désastres. Décembre, le Maroc. Fin janvier, la Tunisie et l'Algérie quasiment en même temps. Puis début février, de nouveau le Maroc. Cette succession, à une vitesse folle, montre bien qu'on est face à une nouvelle normalité climatique. La région n'a plus aucun répit. Tenez-vous bien. Au Maroc, en espace d'une seule année, les précipitations ont bondi de 95%. C'est un chiffre tellement énorme qu'il en devient abstrait. Mais essayons d'imaginer. C'est presque le double de la pluie habituelle qui s'abat sur des terres, sur des villes qui ne sont absolument pas préparées à recevoir un tel volume d'eau. Et il n'y a pas que le volume, il y a aussi l'intensité. À Tunis, par exemple, un record de pluie qui tenait depuis 50 ans a été pulvérisé. Pensez-y une seconde. Toute une ville, elle est conçue, construite, pensée autour de limites climatiques qu'on croyait connaître. Ces ponts, ces égouts, tout ça est basé sur ces anciens records. Alors quand ces records sont non seulement battus, mais littéralement anéantis, eh bien c'est tout le système qui s'effondre. Et bien sûr, derrière ces chiffres, derrière ces records, il y a la tragédie humaine. Comment ne pas avoir en tête le traumatisme de la Libye avec la tempête Daniel en septembre 2023? Plus de 20 000 morts, ce n'est pas une statistique, c'est une ville entière, Derna, qui a été rayée de la carte. Ce chiffre, il est terrifiant. Et il nous rappelle une chose, derrière chaque alerte météo, il peut y avoir une menace mortelle. Surtout quand les infrastructures qui sont censées nous protéger, comme les barrages, finissent par céder. Alors, la question qu'on doit se poser est simple. Pourquoi? Pourquoi des pluies, même si elles sont torrentielles, ont eu un impact aussi dévastateur? Passons maintenant de la description des faits à une analyse un peu plus profonde des causes. La toute première réponse, la plus évidente, elle est technique. C'est l'historien Giacomo Parinello qui le résume très bien. Les systèmes d'évacuation des eaux, ils sont tout simplement trop petits. Ils ont été conçus pour un climat qui n'existe plus. Alors forcément, face à des pluies records, ils sont saturés en un rien de temps. Et les rues se transforment en rivières. Et ça illustre parfaitement un deuxième gros problème, l'urbanisme. Beaucoup de villes, comme Rabat, Tunis ou même Derna, ont été construites sur ce qu'on appelle des plaines alluviales. En gros, ce sont des zones que les rivières inondent naturellement quand il y a des crues. On a bâti là où le fleuve a l'habitude de passer, et aujourd'hui, le fleuve ne fait que réclamer son espace. Face à cette situation, forcément, la colère monte. Les populations, la presse locale, ils ne se contentent plus de subir en silence. En Tunisie, on dénonce les stratégies de prévention qui existent, mais qui restent sur le papier. En Algérie, des manifestations éclatent parce que l'aide n'arrive pas assez vite. Et au Maroc, on pointe très clairement du doigt les erreurs d'urbanisme. La confiance envers les autorités est en train de s'éroder, c'est une évidence. Mais ce serait trop simple de tout mettre sur le dos des infrastructures et de l'urbanisme. Ces problèmes locaux, aussi réels soient-ils, ne sont en fait que les symptômes d'un mal bien plus grand, un mal qui se joue juste au-dessus de nos têtes. Voilà un nouveau mot à retenir, Médicane. C'est la contraction de Méditerranée et de hurricane, l'ouragan en anglais. Il faut bien comprendre que ce ne sont plus les tempêtes de nos grands-parents, ce sont des phénomènes d'un nouveau genre avec des caractéristiques tropicales, beaucoup plus violents, beaucoup plus fréquents et qui sont directement liés au réchauffement des eaux de la Méditerranée. Et c'est là qu'on touche au paradoxe le plus cruel du changement climatique dans la région. Après des années et des années de sécheresse intense, les sols sont devenus durs, compacts, quasiment imperméables, un peu comme du béton. Alors quand la pluie qu'on attendait tant finit par arriver, eh bien elle ne peut pas s'infiltrer. Elle ruisselle, elle s'accumule, et ce qui aurait pu être une bénédiction se transforme en une catastrophe spectaculaire. Face à cette nouvelle donne, l'inaction n'est plus possible. Les gouvernements le savent. Des mesures sont annoncées, des fonds sont débloqués,
Mais la question du coût de cette adaptation, elle, devient centrale. Et elle donne le vertige. Regardons un peu les chiffres. Le Maroc met sur la table un plan d'urgence de 278 millions d'euros. La Tunisie, plus de 60 millions pour des projets de prévention. Bon, ce sont des sommes importantes, ça montre qu'il y a une prise de conscience. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça va suffire ? Et c'est là que l'analyse de Giacomo Parinello nous ramène un peu sur Terre. Il parle de coûts gargantuesques. Pour donner un ordre d'idée, la modernisation des égouts d'une seule ville, Londres, a coûté des milliards. Alors les sommes annoncées au Maghreb, même si elles sont indispensables, ne sont en réalité qu'un tout petit début face à l'immensité de la tâche. Et ça nous amène au cœur du problème, qu'on appelle la justice climatique. D'un côté, on a les pays du Maghreb, avec des moyens économiques limités pour financer cette adaptation massive. Et de l'autre, les pays développés, qui sont, historiquement, les principaux responsables du changement climatique. C'est ça, le dilemme fondamental. On va donc terminer sur cette question. C'est peut-être la plus importante de toutes. Si ceux qui subissent les pires effets du changement climatique sont aussi ceux qui ont le moins contribué et qui ont le moins de moyens pour s'adapter, alors qui doit payer la facture ? Ce n'est pas juste une question économique, bien sûr, c'est une question de responsabilité, une question de solidarité. Et au final, c'est tout simplement une question de survie pour des millions de personnes.